Allez, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette séance du conseil municipal. Il est 20h32, je déclare la session ouverte et nous allons commencer par l'appel. Thierry Andreau, Thierry Bertrand, Denis Buvat, Céline Bruniera, Nicole Dédéba, moi-même, Monique Oliveira, Céline Dumont, Carole Godez, Patricia Coupil, Arlette Granger, Jean-Luc Jousse, Gilbert Laborde, Philippe Lande, Patrice Largueux, Corinne Laille, Annie Le Pape, Catherine Nuit, Jean-Jacques Magnaval, Jean-Pierre Michas, Denis Perry, Fabrice Blanchon, Laurent Pommery, Nicolas Rey VTD, Simon Sanchez, Christophe Solognac, Jean-François Sutra, Pascal Vallière. Le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Madame Caroline Ferrer a donné procuration à Madame Granger. Nous allons pouvoir aborder l'ordre du jour. Et donc nous commençons par la délibération qui concerne le règlement intérieur du conseil municipal. Alors je pense que tout le monde l'a eu en avance de phase, tout le monde l'a lu attentivement, et donc je vous propose de passer aux remarques sur ce règlement intérieur. Voilà, y a-t-il... Pardon ? Ah oui, pardon. Monsieur Buvat, voilà, secrétaire de séance, merci beaucoup. Donc, par rapport à ce règlement intérieur, y a-t-il des questions, des remarques, des corrections à apporter? Monsieur Ray Bédédé. Alors, on en a déjà discuté. Il y a certaines choses que vous avez retenues, d'autres non, et d'autres qui sont en suspens. Donc on va faire par article. Donc sur l'article 3, nous avions demandé à ce qu'un conseiller municipal puisse demander à mettre un point à l'ordre du jour, donc sachant qu'il s'agit d'un vœu. Est-ce que ça c'est vous l'écartez ou pas? Oui. Alors pour l'instant on ne l'a pas mis au règlement intérieur effectivement, disant que les conseillers municipaux sont toujours à même de poser un vœu qui permettra ensuite au conseil municipal de se prononcer sur le fait qu'on renvoie en commission, qu'on passe en délibération ou qu'on envoie, donc nous n'avons pas jugé utile de le rajouter dans le règlement intérieur, oui. D'accord. Sur l'article 5, il est écrit les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général. Ne me semble pas être la formulation exacte, puisque la loi dit d'intérêt communal et pas général. Donc, Alors, intérêt communal, je crois que les questions peuvent concerner parfois la politique nationale. C'est pourquoi nous avons mis intérêt général, parce qu'il est arrivé dans les conseils municipaux que des questions portent sur des décisions qui sont prises au niveau national, qui peuvent venir impacter la commune. Donc plutôt que de dire intérêt communal et national, on a dit intérêt général. Très bien. Autre chose, c'était resté en suspens, c'est je vous avais demandé qu'elle soit présentée avant l'ordre du jour, pour justement, puisque quand le public reviendra, ça permet, puisque c'est souvent des questions qui peuvent les intéresser, des fois qui viennent d'eux. Donc ça, vous m'avez dit que vous y réfléchiriez. Est-ce que ça, c'est... ou ça reste à la fin? Alors nous avons préféré pour l'instant les laisser à la fin et de traiter l'ordre du jour du conseil municipal, parce qu'on règle les affaires de la commune, et de laisser les questions à la fin, effectivement.
Bien. Concernant les questions orales toujours, il y a une chose qui n'apparaît pas dans les questions orales, c'est, je vous le dis, à la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L'application du dernier alinéa peut donner à l'organisation de plus d'un débat par an. C'est-à-dire la possibilité pour 10% du conseil municipal de proposer un débat au maximum, donc une fois par an. Alors, ça n'y est pas. Mais je crois qu'on en revient toujours à la problématique de c'est ça n'y est pas dans le règlement intérieur. Ah, ça n'y est pas. Ça n'y est pas, c'est ça. Parce qu'en fait, on en revient à la dépose des vœux qui permettent de donner lieu à ces débats si nécessaire. D'accord. Donc pour vous, c'est un vœu, ça. Alors pour moi, oui. D'accord. Très bien. Après, j'ai vu que vous avez changé. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été intégrées, notamment sur les commissions communales, et je pense que ça va dans le bon sens. Par contre, sur la mise à disposition des locaux aux conseils municipaux, j'avais déjà évoqué, il y a deux choses. Il y a déjà un état existant, c'est-à-dire que jusqu'à présent, je veux dire, le groupe d'opposition dans la précédente mandature avait un local permanent. On se retrouvait sans local, du fait qu'il n'y a pas de chauffage. Et on va arriver, le second point, à 10 000 habitants bientôt. Et la loi dit très clairement que les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent, à leur demande, disposer d'un local administratif permanent. Donc ça n'apparaît pas. C'est-à-dire on reviendrait en arrière par rapport à ce qui existait auparavant. Et donc ça ne va pas dans le bon sens. Peut-être que c'est écrit là. C'est-à-dire on reviendra à une solution de 4 heures, donc de 2 heures dans la période du temps de travail de la mairie et 2 heures à l'extérieur. Hein, c'est ce qui est écrit. C'est-à-dire le strict minimum. Sachant en plus que nous sommes proches des 10 000 habitants et sachant enfin que ça serait une régression par rapport à ce qui était auparavant. Est-ce que ça, on ne peut pas l'intégrer de suite? Surtout que ce local existe et qu'il y a juste un chauffage à changer. Alors, effectivement, nous l'avons vu en commission et de dire que si c'était juste le chauffage, ça allait être. Effectivement, on allait regarder de le remplacer assez rapidement pour que vous puissiez vous réunir. Ensuite, c'est vrai qu'on atteint cette limite des 10 000 habitants et quand on arrive aux frontières d'une loi, bon, pardonnez-moi ce parallèle un peu trivial, mais c'est comme quand on fait se fait avoir au radar à 91 km/h au lieu de 90 ou 80 maintenant, 80. Je veux dire, aujourd'hui, la loi, enfin, nous ne sommes pas à 10 000 habitants, donc la loi ne nous impose pas de vous donner un local permanent. Je crois que, comme c'est ce qui a été dit en commission, il est important que les groupes et les élus des minorités puissent se retrouver dans des conditions acceptables. J'ai fait le point avec M. Soloniac, qui est là, pour qu'on regarde effectivement cette histoire de chauffage, que ce soit réparé, parce que si c'est juste un radiateur à changer, je pense qu'on va y arriver assez rapidement, dans le sens que vous puissiez avoir ce local permanent, et puis qu'on étudie avec vous, après des solutions plus pérennes, parce qu'effectivement on va arriver à 10 000 habitants, et bien entendu quand on n'est pas en conformité avec la loi, pour vous offrir un local permanent pour que vous puissiez vous réunir lors de vos séances de travail sans avoir à demander les clés à la mairie, effectivement. Oui, donc on ne peut pas le mettre directement ça, puisqu'en fait il n'y a pas grand-chose à faire. Le local il y a juste, voilà, sachant qu'après on peut discuter sur le délai, puisqu'il y aura quelques travaux à faire, mais ça sera inscrit. Est-ce que ça on ne peut pas le noter déjà? Qu'on réhabilite Et que c'est cette disposition légale, c'est-à-dire, il y a deux possibilités. Soit ce que je vous ai dit, puisqu'on s'en tient à la barre des 10 000, c'est-à-dire il y a l'obligation d'avoir 4 heures
local à disposition, ça c'est ce qui est écrit là, dans le règlement. Mais il y a une autre possibilité, notre variante, c'est de mettre ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent à leur demande disposer d'un local administratif permanent et après, in fine, c'est le maire qui établit dans quelle mesure les deux groupes d'opposition se partagent le local. Voilà. Ça c'est écrit aussi. Hein. Voilà. Est-ce que ça on inscrit de suite, comme ça c'est fait Alors, je donne la parole à Louis, mais la première des choses, c'est que le règlement, de toute façon, il peut être revu quand on le souhaite, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et ensuite, par rapport aux questions précises sur la fonction locale, Louis. Oui, juste, si je lis bien ce qui est marqué, c'est qu'il est écrit qu'elle peut être soit permanente, soit temporaire, et on précise ce qu'il en est dans le cas du temporaire. À l'heure actuelle, vous avez un local temporaire parce qu'on n'est pas en capacité de. Quand vous aurez un local permanent, c'est écrit dans le règlement intérieur, il y aura un local permanent avec une répartition du temps d'occupation. Enfin, c'est déjà dans le règlement intérieur. Je ne vois pas où est la... il y a juste des précisions dans le cas où c'est un local temporaire. Excusez-moi, je peux finir. Merci. Il y a juste des précisions dans le cas où on est dans un local temporaire. Voilà, donc si c'est un local temporaire, il y a 4 heures, comme vous l'avez dit. Mais après, c'est marqué que ça peut être un local permanent. Et ce que vous a expliqué, M. le maire, c'est qu'on attend d'avoir la mise en conformité de ce local pour pouvoir vous le mettre à titre permanent. Enfin, je ne vois vraiment pas où est la difficulté là. La difficulté, c'est que nous avions un local permanent, qu'il était devenu inutilisable, et que ça serait bien qu'il soit remis en état. Et ça, nous l'avions déjà signifié dans le passé. Mais sur le dernier... Juste, monsieur oui. C'est prévu. Voilà, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, soyons bien clairs. On a juste fait le temps de faire ces travaux mineurs pour que vous puissiez effectivement réintégrer ce local et qu'il vous soit traité de manière permanente. Je crois même savoir qu'on avait donné un accès Wi-Fi pour que vous puissiez vous connecter. Il n'y a pas de raison de ne pas faire de même. Voilà, donc ça nous sera, puisqu'on n'a plus. Donc ça, on aura un nouveau. Mais il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Ça vous donne vraiment un environnement de travail. Et là-dessus, voilà, je pense qu'on est là pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions aussi. Sur l'article 33 sur le bulletin d'information générale, est-ce qu'on pourrait rajouter que la police des caractères doit être lisible et égale pour tous dans cet espace d'expression? C'est-à-dire que tout le monde ait la même police et que ça soit lisible par écrit petit. Ce n'était pas le... On en avait déjà parlé, mais c'était resté un peu en suspens. Cas de la police, on retrouve oui. Donc au niveau de l'expression libre, les décisions sont celles que l'on prend ensemble au niveau du conseil municipal. Vous avez souligné la dernière fois qu'il fallait essayer que la lecture soit plus simple des expressions libres. Je vous ai répondu que nous allons travailler avec les services. Donc on va essayer en effet de faire en sorte que ce soit plus lisible. Après, le même nombre de caractères pour chacun, c'est un choix que nous avons fait et que nous comptons poursuivre. Mais je ne comprends pas bien. Quand vous en avez parlé, moi je vous ai dit que j'allais aller voir le service com et leur demander de trouver une police de caractère qui soit plus lisible. Donc pourquoi il faut que je le redise aujourd'hui? Je ne sais pas. Non, mais que ça soit noté dans le règlement intérieur, c'est tout. Parce que ça, c'est... Donc dans le règlement intérieur, il faut une police lisible. C'est ce que j'ai écrit, oui. 2000 caractères, on essaye en général de faire en sorte que ce qu'on publie soit lisible. Je pense que de toute façon, la législation nous interdit de publier des choses qui ne seraient pas lisibles. Donc pour moi, il n'y a pas de... c'est pas quelque chose qui a besoin d'être précisé dans un règlement intérieur. Votre expression libre doit être lisible. Pour moi, la police de caractère, mais à revérifier parce que c'est pas des choses que je regarde en détail, mais pour moi, ça doit être la même pour tous et qu'elle soit lisible. On a le même nombre de caractères, donc la même police, donc la même lisibilité. Donc pour moi, il n'y a aucun... en tout cas, il n'y a aucune volonté de rendre ces expressions libres moins lisibles que d'autres. Ça, Très bien. Et dernière remarque sur l'article 34. Donc j'ai vérifié, il y a eu longtemps des groupes politiques à 2 conseillers municipaux.
Là, c'est nouveau 3. Est-ce que vous maintenez 3 ou 2? Alors, 3 ou 2, est-ce que vous avez une demande particulière par rapport à ça, ou est-ce que... Parce que, effectivement, on a émis 3, mais c'était depuis très longtemps. Je pense en 2008 de mémoire. Donc, est-ce qu'il y a une question particulière? Est-ce que vous souhaitez qu'on le passe à 2? Parce que bon, moi, j'ai pas de... C'est ce qu'on avait demandé, donc je ne sais pas où c'est à vous à trancher, ça. C'est 2 ou 3. Nous, on a préféré 2, en effet, mais si ça pose un... Non, est-ce que ça pose un problème à quelqu'un qu'on passe les groupes minoritaires à 2, les groupes donc au sein du conseil municipal? Est-ce que moi, je ne vois pas spécialement d'inconvénients? Est-ce que ça pose un problème à quelqu'un? Bon, écoutez, on les 2. Et merci, c'est tout. Merci, M. Révélédé. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Bon, écoutez, je vous propose de mettre du coup ce règlement intérieur au voie. Après, c'est à la suite de ces échanges. Donc, qui s'abstient? Donc, 5 abstentions. Qui est contre? Monsieur Michas. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, institution et vie politique, création commission communale chargée des finances, désignation des membres. Alors, par rapport aux commissions, donc, elles ont été définies justement dans le règlement intérieur, échangé en commission. Nous sommes partis sur 3 commissions. La première, donc, finances. Donc, dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions est fixée soit par les textes applicables en vigueur, soit par le règlement intérieur pour les commissions communales. Pour les commissions municipales, le principe du scrutin de liste avec la représentation à raison d'un membre pour la commission des finances par liste d'opposition est retenu pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Donc, autrement dit, je vous propose de voter ces représentants des commissions communales à main levée. Donc, je présente la liste des candidats pour la commission communale chargée des finances. Donc, mesdames et messieurs, Denis Terry, Caroline Ferrer, Patrice Larieux, Catherine Louit et Jean-François Sutra pour le groupe majoritaire. Pour la liste du groupe minoritaire Imagine Saint-Lys, M. Thierry Andreau, titulaire, et M. Nicolas Rey-Pépédé, suppléant. Et pour la liste du groupe minoritaire Saint-Lys-en-Vie, M. Laurent Pommery, titulaire, et Mme Annie Lepage, suppléante. C'est bien ce qui a été déposé. Donc, 3 commissions à la commission des finances à 7 membres, 5 du groupe majoritaire, plus 1 de chaque groupe d'opposition et 2 de chaque groupe d'opposition pour pouvoir vous représenter en cas d'absence. Pour les 2 autres commissions qui seront donc à 14 plus le maire, il n'y aura pas de suppléant puisque 2 représentants des groupes minoritaires seront représentés. Donc, je vous propose qu'on vote cette composition de la commission des finances. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Institution et vie politique, création commission communale chargée de l'aménagement du territoire, désignation des membres. Donc là, comme vu dans le règlement intérieur, donc c'est le même principe que pour la désignation des membres de la commission finances, mais à 14 membres, donc pour le groupe majoritaire. Mesdames et messieurs, Céline Bruniera, Christophe Solomiac, Philippe Lande, Denis Buvat, Patricia Goupil, Carole Godez, Jean-Luc Jousse, Gilbert Laborde, Fabrice Planchon et Jean-François Sutra. Pour la liste du groupe minoritaire Imagine Saint-Lys, M. Pascal Vallière et M. Jean-Jacques Magnaval. Pour la liste du groupe minoritaire Saint-Lys-en-Vie, M. Thierry Bertrand et M. Laurent Pommery.
Y a-t-il des questions? Alors je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Institutionnel politique, donc la commission communale chargée de la vie citoyenne, même principe pour le groupe majoritaire. Mesdames et messieurs, Arlette Granger, Monique Oliveira, Catherine Louit, Fabrice Planchon, Gilbert Laborde, Corinne Laille, Céline Dumont, Simon Sanchez, Caroline Ferrer et Patrice Larieux. Pour la liste du groupe minoritaire Imagine Saint-Lys, M. Nicolas Rey-Bédé et Mme Nicole Dédébat. Et pour la liste du groupe minoritaire Saint-Lys-en-Vie, Mme Annie Lepape et M. Thierry Bertrand. Je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Finances locales, avance sur subvention CCAS, rapporteur M. Perry. Afin d'assurer la continuité des actions du CCAS, il convient, avant le vote du prochain budget, de lui accorder une avance sur subvention dès le début de l'année 2021. Donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette avance de subvention à hauteur de 100 000 € à mandater au début de l'exercice 2021 selon les besoins. Les questions, ce sont les délibérations habituelles de préparation de versement de subventions aux différents organismes avant le vote du budget. Y a-t-il des questions? Question, donc je vous propose cette délibération aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Finances locales, avance sur subvention MJCAVS, le rapporteur M. Perry. Afin d'assurer la continuité des actions de l'association de la Maison des Jeunes de la Culture et de l'Animation à la vie sociale de Saint-Lys, il convient, avant le vote du prochain budget, de lui accorder une avance sur subvention dès le début de l'année 2021. Pour mémoire, suite au conseil municipal du 1er juillet 2019, la mairie, la MJCAVS et la Fédération régionale des MJC ont signé une convention pluriannuelle d'objectifs tripartite pour une durée de 3 ans. Cette convention prévoit notamment que sur la base du socle de financement, la commune verse à l'association MJCAVS de Saint-Lys annuellement un acompte de 50%, soit 14 439 € au plus tard le 15 mars. Cet acompte pourra être pondéré à la hausse ou à la baisse en fonction du fonds de roulement cible d'un montant de 43 400 €, 40% de la masse salariale directement gérée. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette avance de subvention de 14 439 € à mandater au début de l'exercice de 2021 selon les besoins. Des questions? Ah, on a des débats. Vous demandez à quel moment on pourra avoir un rapport d'activité de la MJC. Alors, Madame Louis. Bonsoir. Les rapports d'activité sont présentés par l'association lors d'une assemblée générale. Donc, il faut aller aux assemblées générales et vous aurez le rapport d'activité de l'association. Après, il y a un document numérique qui est consultable si vous souhaitez le consulter. Il n'y a pas de souci, c'est une association. Oui. Ça ne dépend pas de la mairie, c'est une association qui est indépendante. Oui, comme toute association. J'ai bien compris. Dans la mesure où on verse des subventions, il est de bon ton qu'il y a un retour au conseil municipal du rapport d'activité, tout simplement. On verse des subventions à de nombreuses associations. Donc, leur rapport d'activité, ils le font lors des assemblées générales. Mais votre question porte sur le fait de relayer ce rapport d'activité au conseil municipal, c'est ça? Ça, je pense que... Non, mais comme celle-là, en tout cas, je sais que les informations sont relayées sur le site. Donc on verra il faut qu'on voit, parce que comme c'est un partenariat en particulier, est-ce que il est nécessaire, étant donné que c'est une association, est-ce que c'est une association qu'on subventionne, est-ce qu'il est nécessaire de présenter le rapport en conseil municipal? Ça, je n'en suis pas sûr. On va le regarder et on le fera. Voilà. D'autres questions? Alors je mets cette délibération en voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?
Unanimité, je vous remercie. Finances locales, avance sur subvention, service olympique, omnisport, rapporteur M. Perrin. Afin d'assurer la continuité des actions du SLO OO, il convient, avant le vote du prochain budget, de lui accorder une avance sur subvention dès le début de l'année 2021. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette avance de subvention de 20 000 € à mandater au début de l'exercice 2021 selon les besoins. Des questions? Nous sommes sur la même remarque que précédemment, c'est-à-dire que comme ce sont des associations qu'on subventionne, est-il nécessaire de présenter les rapports d'activité? Je ne pense pas, mais on le vérifiera. Y a-t-il d'autres questions? Alors je vous propose de mettre cette délibération en voie. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Politique de la ville, dérogation du travail du dimanche pour les commerces de détail et de bricolage pour 2021. Donc la loi 2015-998-2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie la législation sur l'ouverture des commerces le dimanche de manière à réduire les distorsions entre les commerces, facilitant les dérogations de droits et en uniformisant les garanties sociales accordées aux salariés. Le 29 juillet 2020, un accord sur la limitation des ouvertures des commerces de Haute-Garonne le dimanche pour 2021 a été signé entre différents organismes publics et organisations syndicales. Les signataires ont convenu des dispositions relatives aux propositions de date de dimanche choisies qui sont au nombre de 7 pour celui du commerce de détail, à l'exception des secteurs de l'ameublement et du bricolage qui ont fait l'objet d'arrêtés spécifiques pour 2021 dans la liste des 10 dimanches prédéfinis dans l'accord et aux conditions de travail. Il est proposé l'ouverture exceptionnelle de 7 dimanches pour le secteur du commerce de détail comme suit. Donc, le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, le premier dimanche suivant le début des soldes d'été, le 28 novembre Black Friday, le 5 décembre, 12 décembre, 19 décembre et 26 décembre 2021. Donc, nous avons choisi de présenter la même délibération que celle qui a été prise au Murtin-Clos et je précise que c'est une délibération qui concerne les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Voilà. Monsieur, y a-t-il des questions? Monsieur Rébébé. Je demande des débats. Non, mais je pense que je vais vous agacer, mais moi, ce qui m'agace, c'est pas sur le fond. L'appellation Black Friday, c'est une invention du e-commerce et des grandes enseignes. Franchement, les commerçants de Saint-Denis, ils s'en foutent un peu, mais ça fait appel à ce que les associations de consommateurs appellent une pratique abusive. Tout simplement, voilà, c'est pas grave, mais c'est agaçant pour moi de voir inscrire ça par une collectivité, voilà. Alors, si, enfin, vous ne m'agacez pas du tout, parce que c'est vrai que la délibération est partie comme telle, on peut supprimer les termes de Black Friday de la effectivement, délibération, ça ne pose pas de souci particulier, je me retourne dans mon carreau, mais là-dessus, non, il n'y a pas de souci. On enlèvera donc le mot Black Friday et on précisera simplement que c'était un vendredi 28 novembre. Voilà. Monsieur Rébébé. Oui, deux remarques. Donc on en a beaucoup discuté. C'est vrai que certains d'entre nous étaient opposés à ce travail le dimanche. Donc il y aura des libertés de vote dans notre groupe. Et puis on est bien conscient aussi du contexte actuel. Le commerçant qui n'est pas facile. Seconde remarque qui n'a pas grand-chose à voir, mais certains citoyens m'ont fait remarquer qu'ils n'arrivent pas à se connecter et à suivre le conseil municipal en direct. Donc, oui. Monsieur d'ici, il a peut-être apporté des réponses techniques. Effectivement, c'était le cas pendant un petit moment, il y avait un souci, mais c'est réglé. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez vérifier que l'accès est bon et nous interpeller si jamais ça ne marche pas? Voilà. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Alors je vous propose de la mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur Andro, Monsieur Michas. Qui est pour? Je vous remercie. Fonction publique personnelle, adoption de nouvelles organigrammes. Donc l'organigramme est le schéma des relations hiérarchiques et fonctionnelles d'une organisation. Il est voué à changer et doit être mis à jour régulièrement.
Ces dernières années, la collectivité a connu une transformation profonde, constante et essentielle pour permettre aujourd'hui à nos services de passer une nouvelle étape majeure, indispensable à l'évolution de notre organisation. Et la collectivité doit également se doter d'une organisation adaptée aux enjeux d'une commune de plus de 1000 habitants, bientôt. En effet, le rôle des communes se voit bouleversé par les réformes nationales et territoriales et par le contexte financier de plus en plus contraint. S'ajoute à ça l'épidémie de Covid-19. Il s'avère donc indispensable pour la collectivité de pouvoir s'adapter. Donc une réflexion a été faite pour un nouveau cycle, pour consolider ce qui a été fait et viser de nouveaux objectifs. Ainsi, l'organisation des services de la collectivité a été entièrement repensée dans une première phase. Ce projet est axé sur le partage des valeurs, sur la transversalité, sur la qualité du service rendu, ambition de travailler sur des axes particulièrement forts, tels que la performance et l'évaluation des politiques publiques, tout en optimisant les ressources via une utilisation des moyens. Le principe retenu est celui de la structuration des services au sein de pôles de compétences, afin de rechercher une plus grande cohérence et une meilleure complémentarité. Cette réflexion a débouché sur des changements de périmètre d'intervention de l'action publique, provoquant dans certains cas des réorganisations ou restructurations de services, un processus de transformation normale des organisations. Quels sont les postes qui vont évoluer, quels sont les postes à créer, quels sont les postes qui ont vocation à disparaître, comment est répartie l'affectation des agents sur ces différents postes. Donc vous avez joint l'organigramme. Cette délibération fixant l'organigramme de la commune permet de prendre en compte et d'organiser les fonctions et emplois afférents existants, les fonctions et emplois non occupés pour lesquels il existe un besoin de recrutement, donc un directeur adjoint au service technique, un assistant gestion financière, et des fonctions emplois qui n'existent pas encore et qu'il est nécessaire de créer, un adjoint au directeur général des services, un directeur-directrice des affaires juridiques, un chargé de mission, une assistante des ressources humaines, un agent urbanisme ADS, un chargé ou une chargée des affaires culturelles, un policier municipal, un ASVP, 2 agents espace vert secteur environnement, 2 agents secteur bâtiments communaux, un directeur-directrice adjoint responsable du volet social et un directeur-directrice de la politique sociale. Et donc il est demandé au conseil municipal d'approuver cet organigramme proposé. Voilà, y a-t-il des questions, monsieur Ray-Bedeli? Oui, si on regarde cette délibération avec la dernière, qui est la R118, si on compte le nombre de postes qu'il y a sur l'organigramme, on en a 110 postes. Et si on regarde l'état actuel des choses, puisque si on compte les postes pourvus et disponibles, ça fait 78. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez techniquement à quoi ça correspond, pourquoi cet état, ça correspond à quoi. On est obligé toujours d'ouvrir des postes supplémentaires. Alors pour rentrer dans la technique de la fonction publique, pour moi reste un exercice assez compliqué, mais il faut toujours ouvrir les postes qu'on va pourvoir en fonction des recrutements qu'on va faire, tout en gardant les postes ouverts, parce qu'on ne peut pas les fermer, ils sont toujours occupés. Ils ne pourront être fermés que dans un deuxième temps, une fois que le comité technique paritaire se sera réuni et qu'il aura statué sur ces fermetures de postes. Donc effectivement, aujourd'hui, on doit être à 75 agents à peu près. Au final, on sera un peu plus. Une fois que tous ces exercices auront été faits et que les postes qui devront être fermés auront été nettoyés, une fois que les agents ne seront plus en poste dessus, il suffit qu'il y ait des postes qui soient sur lesquels il y ait des agents en mouvement. Donc ça fait 2 postes ouverts par agent, et du coup on arrive effectivement à ce résultat de 118, mais qui ne reflète pas l'effectif de la collectivité. Alors, on est vraiment sur des choses administratives et techniques en ce qui concerne les ressources humaines de la fonction publique. En espérant avoir répondu à votre question. Monsieur Paul-Marie. Je voudrais savoir entre l'ancien organigramme, quelle sera la différence en termes de coût, c'est-à-dire en termes de coût au niveau du budget de fonctionnement en pourcentage, parce que même si les 2 budgets sont différents, évidemment, les agents ne sont pas des armes,
ça risque d'impacter, ça pourrait impacter le budget d'investissement. Nous sommes dans un moment difficile où nous ne savons pas sur le plan économique comment vont évoluer les choses. Donc il faut, je pense, que nous soyons précautionneux. Et bien évidemment que si des postes sont créés parce qu'ils sont vraiment nécessaires sur le plan qualitatif, il faut qu'on les fasse, mais je pense qu'il faut qu'on soit vraiment précautionneux au niveau financier. Donc, quelqu'un peut nous dire que ça représentera en plus sur le budget de fonctionnement, en pourcentage. Alors, en pourcentage, je sais qu'on a évalué le besoin de personnel en plus, parce que nous arrivons effectivement à une commune de l'État, et comme vous avez dit, on a des missions de service public, etc. On a évalué ce surcoût à 100 000 € aujourd'hui. D'accord, qui devront être inscrits au budget. Alors, sur un budget, là, je me tourne à M. Perry pour avoir les chiffres exacts. Alors, le budget en termes de ressources humaines est aujourd'hui à hauteur de 3 350 000 €. Donc, il passerait potentiellement à 3 450 000 €, hors effet GBT. C'est ça. Donc, de donner effectivement à la collectivité de moyens d'arriver à rendre son service public, tout en maîtrisant les finances qui aujourd'hui sont maîtrisées et celles que les partenaires financiers nous suivent sur les opérations que nous pouvons avoir à lancer. Il y a M. Rébébédé. Oui, tout à l'heure, vous avez parlé, puisque moi j'ai compté au total le nombre de postes, ça serait 78 actuellement, vous m'avez parlé de 75, enfin, si on compte les pourvus et ceux qui seront à pourvoir. Vous avez parlé de les augmenter, vous avez une idée à combien on porterait le personnel municipal au total? Aujourd'hui, par rapport à l'organigramme qui est existant, oui, il y a 8 postes en plus. D'accord. Donc ça ferait 78 au total, c'est bien ça. Alors, encore une fois, on parle de poste de titulaire. Alors il faut voir par rapport, parce que certains sont des emplois qui sont déjà existants, déjà financés, mais que l'on va titulariser. Donc si vous voulez, ça n'a pas d'impact sur le nombre d'agents, mais par contre le nombre de postes en interne, lui, d'agents territoriaux fera plusieurs. Voilà. Mais on est sur la création aujourd'hui, donc tout compris dans ce qui a été présenté, de 8 postes. Voilà. Y a-t-il d'autres questions sur cet organigramme? Alors je vous propose de le mettre aux voix. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Fonction publique, personnel, application du RIFSEP au cadre de l'emploi des ingénieurs territoriaux, techniciens territoriaux et auxiliaires de soins. Alors ça, c'est une délibération réglementaire, puisque le RIFSEP, qui s'appuyait à un certain nombre d'agents, ne s'appliquait pas au cadre notamment des services techniques et en particulier à notre directeur des services techniques. Il ne peut pas bénéficier du RIFSEP. La loi a changé en début d'année. Bon, cette délibération arrive un peu tard, mais c'est une régularisation par rapport à ce qu'il nous proposait, puisque il ne peut pas bénéficier du RIFSEP. Avec cette délibération, il pourra en profiter, enfin, il aura le droit comme tout le monde, et donc on appelle le tableau afin qu'il soit cohérent avec les évolutions du cadre statutaire et indemnitaire. Donc pour la commune de Saint-Denis, il convient de compléter les délibérations intérieures du RIFSEP, puisqu'on ajoute maintenant les cadres de la filière technique, des temps d'exposition au cadre d'emploi suivant, donc ingénieurs, techniciens et auxiliaires de soins. Donc cela concerne les catégories A de la filière technique, qui sont réparties en différents groupes, et donc on retrouve la terminologie du RIFSEP avec les plafonds annuels de l'IFSE, donc l'indemnité de fonction, de suggestion et d'expertise, et le plafond annuel du CIA, je ne me rappelle plus la dénomination qui est l'atteinte des objectifs. Donc voilà, pour le groupe A 36 210 €, groupe A de 32 130 €, groupe A 25 500 €.
et 6 390 pour le CIA, pour les groupes A1, groupe A2 5 670 et groupe A3 4 500. Voilà. Les catégories B, E, si je ne me trompe pas, monsieur d'ici, il y avait déjà droit. Donc on a fait que reporter la délibération qui existait déjà. Voilà. Il s'agit juste des catégories A de la filière technique qui chez nous sont concernées par cette modification. Et donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'application de ce RIFSEP applicable au cadre d'emploi décrit ci-dessus, versé selon les modalités définies ci-dessus, et ce à compter du 1er janvier 2021. Et l'autorité territoriale fixera par arrêté individuel le coefficient afférent à chaque composante du RIFSEP et les montants correspondants. Autrement dit, pour les catégories B et C, pas de changement, et on permet aux catégories A de bénéficier du RIFSEP, ce qui nettoie toutes les autres primes qu'il peut avoir auparavant avec un maintien du niveau de salaire. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Donc je propose de mettre cette délibération au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Fonction publique personnelle, mise en place d'astreinte pour les agents des services techniques. Donc l'autorité territoriale propose d'organiser les astreintes du personnel de la filière technique et informe que le règlement interne des astreintes de la collectivité joint en annexe fixe l'organisation et le fonctionnement des différentes astreintes. Donc, mise en place d'astreintes dans les cas suivants: astreinte d'exploitation, astreinte de sécurité et astreinte de décision. Seront concernés par les astreintes les agents qui figurent sur le règlement interne des astreintes. L'extension du dispositif pourra être étendue aux agents non titulaires si nécessaire. Ces astreintes seront mises en place selon les modalités d'organisation suivantes: roulement et horaire, durée une semaine complète du vendredi au vendredi, planning établi mois par mois sur base du volontariat avec roulement d'agents. Le délai de prévenance en cas de modification du planning est supérieur à 15 jours. Pour l'astreinte de sécurité, possibilité de mobiliser plusieurs hommes simultanément sur une semaine complète, épisode neigeux ou alerte météo. Les moyens mis à disposition seront un téléphone et une voiture, matériel de première urgence nécessaire aux interventions, accès aux clés des bâtiments communaux et liste de numéros de téléphone des services d'urgence et des responsables communaux à joindre en cas de décision importante. Les indemnités d'astreinte. Les indemnités d'astreinte seront basées sur les taux applicables depuis le 17 avril 2015 selon le décret numéro 2015-415 et les arrêtés du 14 avril 2015. Donc une semaine complète du vendredi au vendredi. Astreinte d'exploitation 159,20 €, astreinte de sécurité 149,48 €. Nuit entre le lundi et le samedi inférieur à 10 h, 8,60 € pour la fin d'exploitation et 8,08 € pour la fin de sécurité. Nuit entre le lundi et le samedi supérieur à 10 h, 10,75 € pour l'exploitation, 10,05 € pour la sécurité. Samedi ou journée de récupération, 37,40 € pour l'exploitation, 34,85 € pour la sécurité. Dimanche, jour férié, 46,55 € d'exploitation et 43,38 € de sécurité. Week-end du vendredi soir au lundi matin, 116,20 € pour la fin d'exploitation et 109,28 € pour la fin de sécurité. Indemnité aux compensations d'intervention. La durée du repos compensateur sera appliquée selon les conditions décrites par la loi, à savoir heure effectuée le samedi ou un jour de repos 125%, heure effectuée la nuit 150% et heure effectuée le dimanche ou un jour férié 200%. Le repos compensateur accordé devrait être pris dans un délai de 6 mois après la réalisation des heures supplémentaires ayant donné droit à ce repos, et les jours et heures de repos seront fixés par le responsable de service compte tenu du jeu de l'intéressé et des nécessités du service. Et donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la mise en place de ces astreintes, qui ont été vues en comité technique, et de façon à assurer un service sur les interventions qui nécessitent l'intervention des services techniques sur des cas très particuliers. Y a-t-il des questions? Monsieur Révédé. Oui, concernant ces astreintes, donc quelles sont les habilitations pour le personnel d'astreinte? Est-ce que j'imagine qu'il faut avoir certaines habilitations? Oui. Alors il y aura des habilitations, notamment en ce qui concerne le principal point, on va dire, c'est l'électricité. C'est quand on a intervenir sur, comme récemment, une panne au restaurant scolaire de Tabarly, où il faudra que les agents, alors on a déjà des électriciens en poste dans la commune qui vont faire l'astreinte, et l'idée est de former les autres agents qui seront d'astreinte à cette habitation de premier niveau qui leur permettra d'intervenir sur la remise en service des équipements. Et ensuite, on
on travaillera avec les services techniques, bien entendu. Le fait, on ajustera si nécessaire sur le fonctionnement des stades et des interventions. Oui. Probablement quand même des personnels, ce ne sera pas toujours les mêmes. Alors c'est basé sur le volontariat et puis comme marqué dans la délibération, c'est un roulement qui est établi. Effectivement, avec les intervenants, ils sont plusieurs pour effectivement ne pas pénaliser tout le temps les mêmes. Parce que malgré tout, même si je ne pas vous tromper, même une astreinte reste contraignante. Y a-t-il d'autres questions? Alors je vous propose de mettre cette délibération en voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Augmentation de la participation financière à la protection sociale complémentaire. Donc, le décret numéro 2011-1474 du 11-2011 offre la possibilité pour les collectivités de participer financièrement à la protection sociale complémentaire, santé ou prévoyance des agents. En 2012, le 17 décembre, le conseil municipal a statué en ce sens avec une prise en charge à compter du 1er janvier 2013 de 5 € par agent et par mois dont le contrat est labellisé pour la complémentaire de santé et 5 € par agent et par mois pour le risque de prévoyance. Donc pour 2021, la commune de Senlis souhaite poursuivre son engagement dans la protection sociale complémentaire selon les mêmes modalités. Toutefois, afin de tenir compte de l'inflation, la participation est revalorisée à 10 € par agent et par mois dans le contrat est labellisé pour la complémentaire santé et 15 € par agent et par mois pour le risque prévoyance. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à cette délibération? Monsieur Révédéli. Quel est le coût global pour la commune pour cette participation financière à la protection sociale complémentaire? Alors, il y a environ, alors je ne connais pas le chiffre exact de la mutuelle, je crois que c'est 17 agents de mémoire qui ont une participation à la mutuelle, donc là ça ferait 17 x 10 x 12. Donc voilà. Et ensuite il y a, je pense, une soixantaine d'agents qui ont la prévoyance qui leur garantit des maintiens de salaire en cas d'arrêt de longue maladie sur des cas graves. Voilà. Donc pareil, 60 x 15 x 12. Donc 3000, 60 x 15, voilà, ça fait 900 € x 12, on est à peu près à environ 1000 € par an. D'accord. Et quelle est la part des salariés dessus? Alors, je pense que c'est lié au... Pardon, je pense que c'est lié au niveau de rémunération. Et donc plus l'agent a un salaire à vie, plus il fait chasse de prévoyance. Donc, c'est important de faire ce geste en faveur de nos services. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je propose de mettre cette délibération en voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Donc, désignation de délégués élus au CNAS. Donc, par délibération du 2 mars 2020, le conseil municipal a décidé l'adhésion de la commune au comité national de l'action sociale, CNAS, qui offre certains avantages aux employés. Au sein de chaque activité adhérente, il convient de désigner un délégué élu, désigné par l'Assemblée délibérante. La durée du mandat du délégué élu est calée au sein du mandat municipal sur 6 ans. Les délégués locaux sont les représentants de chaque activité adhérente au sein du CNAS et constituent la base militante du CNAS. Chaque adhérent du CNAS est invité à participer à la vie des instances, notamment sa délégation départementale. Il est demandé au conseil municipal de désigner ce délégué et je vous propose Madame Granger. Y a-t-il des questions? Oui, un des débats. Le CNAS, c'est un choix que vous avez fait il y a quelque temps, je présume. Alors, il y a quelques années, on était à Plurelia et effectivement, les agents avaient travaillé puisqu'on arrive au terme du contrat, donc il avait été choisi d'adhérer au CNAS. On ne va pas revenir là-dessus, mais enfin bon, moi je trouve que 212 € par actif, c'est un peu cher, mais bon.
c'est pas la délibération. Donc là, il s'agit d'un représentant élu et il y aura aussi un représentant salarié. Mais on ne désigne pas dans cette instance, évidemment. Non, Ça, il n'est pas désigné en conseil municipal, parce que là, nous, on est là pour désigner la personne. oui, oui, j'ai bien compris. Il y aura aussi un représentant salarié. D'accord. Et il n'y a pas d'association pour l'action sociale des salariés. C'est juste une adhésion nationale qui fait redescendre des prestations X. C'est ça. Puisque nous ne sommes pas, je crois que nous n'avons pas la taille pour prétendre à Voilà, donc c'était ma réflexion. J'avais travaillé quand j'étais au CD. Je trouve que c'est prohibitif pour les services rendus, mais bon, c'est pas question. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Donc, je vous propose de mettre cette délibération aux voix. Qui s'abstient? Madame des débats. Attendez. Qui s'abstient? Monsieur 1, 2, 3, 4. Qui est contre? Qui est pour? Je vous remercie. Donc ensuite on passe aux délibérations des créations de deux postes, des postes. Donc création de 2 postes d'agents aux espaces verts sur le grade d'adjoint technique à temps complet. Donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'organigramme. 2 agents actuellement contractuels sur le secteur environnement des services techniques seront recrutés à compter du 1er février 2021 sur le grade d'adjoint technique à temps complet. Et donc il faut ouvrir les postes pour pouvoir les titulariser. Y a-t-il des questions? Donc, je propose de mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Et pour unanimité, je vous remercie. Création d'un poste permanent chargé de développement territorial et inspecteur de gestionnaire de dossiers sur le grade d'adjoint administratif à temps complet. Un agent actuellement contractuel sur le poste de chargé de développement territorial et inspecteur gestionnaire de dossiers sera recruté à compter du 1er février 2021 sur le grade d'adjoint administratif à temps complet. Pareil, ouverture de poste pour quelqu'un qui est déjà dans la collectivité. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Bertrand. Oui, un agent territorial de développement, c'est quelle compétence? C'est quoi les objectifs? C'est urbanisme. C'est des instructions? Non, c'est pas. Enfin, peut-être dans la moyenne on va apporter des précisions, mais on est sur un poste d'urbanisme qui est chargé de traiter les affaires, alors en lien avec le service inspecteur quand c'est nécessaire, mais c'est un poste d'urbanisme pour la ville de Saint-Denis, qui est déjà existant aujourd'hui. Et qui suit et qui pilote des dossiers afférents à la commune. Voilà. Oui, ça répond Non, je ne comprends pas trop ce qu'il fait, donc par rapport à l'instruction et puis le reste. Ah, Mme Moyen. Bonjour. Alors, l'instruction concerne uniquement l'instruction des dossiers qui sont déposés, donc c'est ce qu'on appelle l'ADS, où les instructeurs reçoivent des dossiers, les instruisent et proposent de les arrêter au maire qui les signe. Donc, au maire au pluriel, puisqu'il y a 9 communes qui adhèrent à ce service. Et ensuite, il y a des agents qui sont au service urbanisme de la ville et qui, là, par contre, peuvent faire les phases pré-instruction et post-instruction, c'est-à-dire, c'est pour la partie ADS, recevoir les permis, vérifier la complétude des dossiers, transmettre au service ADS, et ensuite notifier à l'administré, le recevoir s'il y a des vérifications, etc. Et après, au-delà de ça, il y a d'autres missions comme le suivi des établissements qui reçoivent du public, les réponses aux administrés qui ont des questions sur des permis ou la consultation des permis, le pilotage des dossiers, toutes les missions de l'organisme de la ville, le suivi du PLU, de l'étude, le contrat pour centre. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Donc, je propose cette délibération au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Et je vous remercie. Donc, création d'un poste permanent d'adjoint technique à temps non complet, durée 30-35e, suite à une intégration directe et suppression d'un poste permanent d'adjoint d'animation à temps non complet. Donc, pareil,
C'est suite au départ en retraite d'un agent du service réfectoire. Un autre agent de la collectivité souhaite intégrer le poste de gestionnaire réfectoire. Cet agent étant sur le grade d'adjoint d'animation, il convient par conséquent de créer un poste d'adjoint technique à temps non complet et de supprimer le poste d'adjoint d'animation à temps non complet. Et donc, il doit demander au conseil municipal de se prononcer sur la création de ce poste d'adjoint technique. Y a-t-il des questions? C'est pour servir le restaurant communal. Donc, on met cette délibération en voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Fonction publique, création d'un poste permanent d'agent de maîtrise. Donc, un agent institutionnaliste est attribué au titre de la promotion interne au grade d'agent de maîtrise. Considérant que l'agent exerce déjà des missions conformes au grade correspondant, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette création de poste. Pareil, c'est pour régulariser la situation d'un agent. Il y a des questions. Donc je propose de mettre cette délibération en voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. L'unanimité, je vous remercie. Création d'un poste permanent d'agent de surveillance de l'ordre public ASVP. Donc la création d'un poste ASVP à temps complet sur le grade d'adjoint technique est nécessaire au renforcement des effectifs de la police municipale. C'est aujourd'hui quelqu'un qui est en poste et sur lequel on régularise également cette situation. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose de mettre cette délibération en voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Création d'un poste permanent de chargé des animations culturelles. Donc, c'est suite à l'adoption du nouvel organigramme, un poste permanent de chargé des animations culturelles à temps complet sur le grade d'adjoint du patrimoine est nécessaire à compter du 1er février 2021. Donc, c'est un poste qui concerne quelqu'un qui est en poste à la médiathèque et sur lequel également on régularise cette situation. Des questions? Donc, je mets au voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Création d'un poste permanent de chargé de mission. Donc, suite à l'adoption pareil du nouvel organigramme, un poste permanent de chargé de mission à temps complet sur le grade de rédacteur principal de la première classe est nécessaire à compter du 1er février 2021. Il s'agit d'un poste administratif au sein de la mairie. Il y a des régularisations aussi. Il y a des questions. Donc, je vous propose. Oui, monsieur Ponori. Allez-y. Pouvez-vous préciser quel sera le rôle de ce chargé de mission? Alors, c'est un poste qui sera rattaché directement au directeur général des services et qui aura des missions confiées donc, en relation avec le DGS, donc que ce soit pour les missions, pour les affaires scolaires, le lien avec le bulletin d'eau, tout ce qui est bien pour donc, le PVT, pour l'éducation du territoire, tout le suivi de ces dossiers-là. D'autres questions? Donc, je propose une délibération en voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Création d'un poste permanent du directeur de la politique sociale. Donc, suite à l'adoption du nouvel organigramme, un poste permanent du directrice de la politique sociale à temps complet sur le grade d'assistant socio-éducatif première classe est nécessaire à compter du 1er février 2021. Donc pareil, pour régulariser la position de l'agent dans la collectivité, y a-t-il des questions? Donc, je vous propose de mettre aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Création d'un poste permanent d'un policier municipal. À l'adoption du nouvel organigramme, la création d'un poste de policier municipal à temps complet sur le grade de brigadier chef principal est nécessaire au renforcement des effectifs de la police municipale à compter du 1er février 2021. Donc là, pour le coup, il s'agit d'un poste de policier municipal supplémentaire. Oui, monsieur Révé-Bédé. Oui, justement, quel est l'effectif total de la police municipale si on ajoute ce poste? Alors, à combien? Aujourd'hui, avec ce poste-là, ça fera 4 policiers municipaux et 2 ASVP. Et sur à peu près toutes ces dernières délibérations qu'on a passées, donc de postes réellement créés, puisqu'il y a des jeux de fermeture ou d'ouverture de poste, ça aura combien de création d'emplois là-dedans? Là, pour l'instant, c'est le premier. Oui, c'est le premier. Voilà. D'autres questions? Donc, je propose de mettre aux voix. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Unanimité, je vous remercie. Création d'un poste permanent de rédacteur
territorial. Un agent qui occupe les fonctions d'instructeur ADS, donc pour l'instruction des dossiers d'urbanisme à temps complet, a obtenu le concours de rédacteur territorial et le poste occupé nécessitant le grade de rédacteur territorial convient de créer le poste à temps complet à compter du 1er février 2021. Donc, un agent qui a eu le concours et un nouveau poste pour qu'il puisse y prétendre. Y a-t-il des questions? Donc, je propose de mettre cette délibération au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Indemnité d'administration et de technicité filière police municipale. Alors ça, c'est une délibération qui concerne, pareil, la mise en conformité par rapport à la loi sur les primes qui sont versées aux policiers municipaux. Donc, à l'absence de corps de référence de l'État, l'article 68 de la loi 96-1093 du 16 décembre 1996 dispose que par dérogation au premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, les fonctionnaires du cadre d'emploi des agents de police municipale et des gardes champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret. Il est donc proposé d'instaurer le versement de l'indemnité d'administration et de technicité aux agents de la police municipale. Les bénéficiaires sont les agents relevant des cadres d'emploi de catégorie C, quel que soit l'indice de l'agent, et de catégorie B, jusqu'à l'indice brut 380, assimilé au corps de l'État, qui bénéficie de l'indemnité d'administration et de technicité. Les grades concernés, c'est chef de police municipale principal de deuxième classe jusqu'à l'indice brut 380, chef de police municipal jusqu'à l'indice brut 380, brigadier chef principal et gardien brigadier, pour des agents titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel, contractuel de droit public à temps complet, temps non complet et temps partiel, dès l'instant de la délibération le prévoit. Le montant de l'IAT moyen est calculé par application d'un coefficient multiplicateur pouvant aller jusqu'à 8 au maximum, à un montant de référence annuel fixé par catégorie d'agents par l'arrêté interministériel du 14 janvier 2002. Les coefficients maximums non applicables sont chef de police municipale principale deuxième classe, toujours pareil jusqu'à l'indice brut 380, coefficient maximum de 8. Pareil pour le chef de police municipal jusqu'à 380, pareil pour le brigadier chef principal et pareil pour le gardien brigadier. Les montants de référence annuels sont indexés sur la valeur du point de la fonction publique. L'enveloppe de l'indemnité d'administration et de technicité calculée pour chaque grade de catégorie ne peut pas dépasser au maximum une somme correspondant au montant de référence du grade multiplié par le coefficient multiplicateur de 8 au maximum multiplié par le nombre d'agents de ce grade. De la même façon, le montant individuel de la prime ne peut excéder le montant de référence correspondant au grade de l'agent multiplié par 8. Donc ça représente, au 1er février 2017, chef de police municipale principale deuxième classe 595,77 €, chef de police municipale 495,93 €, brigadier chef principal 495,93 € et brigadier brigadier 475,31 €. L'attribution individuelle est liée à la valeur professionnelle des agents selon le décret instituant l'IAT, mais d'autres critères de répartition individuelle peuvent être retenus par l'organe délibérant. Donc les propositions de critères d'attribution, c'est l'assiduité, l'investissement, l'implication dans les projets du service, la capacité de travailler en équipe et en transversalité, contribution au collectif du travail, efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, compétences professionnelles et techniques, qualité relationnelle. Les conditions d'attribution et de versement. Le montant individuel attribué au titre de l'IAT est défini par l'autorité territoriale par voie d'arrêté individuel en fonction des critères fixés par la délibération et l'IAT fait l'objet d'un versement mensuel. Les conditions de cumul, l'IAT est cumulable avec l'indemnité spéciale de fonction et avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires IHTS. Modulation en cas d'absence, à cas de congé maladie ordinaire, longue maladie, grave maladie, longue durée, accident de service, trajet ou maladie professionnelle, le montant de l'IAT est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Donc là aussi, il s'agit, dans le même contexte que la délibération qui concerne le RIFSEP, c'est la refonte de la fonction publique qui amène au nettoyage des primes diverses et variées qu'il peut y avoir sur les agents de police municipale qui, eux, ne peuvent pas prétendre au RIFSEP et qui ont une filière en particulier. Et donc, on remplace la prime par l'IAT. Y a-t-il des questions? Donc je vous propose de mettre au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Alors ça c'est une délibération que nous n'avions jamais passée et qui est là pour régulariser le fait que les agents puissent faire des heures supplémentaires et ils en font déjà. Là ça permet de régulariser les choses.
Donc, le bon fonctionnement des services peut nécessiter la réalisation d'heures supplémentaires. Ça correspond aux heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. À défaut de compensation sous la forme d'un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions fixées par décret numéro 2002-60. Attribution de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B à temps complet relevant des cadres d'emploi suivants: adjoint administratif, rédacteur, adjoint technique, agent de maîtrise, technicien, assistant socio-éducatif, adjoint du patrimoine, conservateur du patrimoine. Le nombre d'heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent mensuel d'une durée limitée de 25 heures. Ce chiffre peut être dépassé soit lors de circonstances exceptionnelles, par décision de l'autorité territoriale, soit après avis du comité technique par des dérogations permanentes pour certaines fonctions. L'indemnisation des heures supplémentaires se fera comme suit. Rémunération horaire RH, c'est le travail brut de la journée de l'agent lors de l'exécution des travaux, plus l'unité de résidence, divisé par 1800 heures. On est sur des considérations très techniques. Cette rémunération horaire sera multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures et 1,27 pour les heures suivantes. Les heures effectuées entre 22h et 7h sont considérées comme travail supplémentaire de nuit. L'heure supplémentaire est majorée de 100% lorsqu'elle est effectuée de nuit, avec les 2 tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié, sans pouvoir se cumuler. Alors, je vous passe les différentes considérations techniques. En fait, cette délibération régularise ce qui se fait déjà dans la collectivité, mais pose le cadre pour l'ensemble des agents. Monsieur Rémy. Oui, en fait, je comprends, j'aimerais savoir pourquoi on prend cette délibération, puisque c'est déjà prévu dans la loi, ça, non? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, c'est prévu dans la loi, mais on doit prendre la délibération pour encadrer ensuite les choses au sein du conseil municipal. Mais effectivement, c'est une délibération de régularisation. Voilà, une délibération pour moi technique. On est obligé de passer cette délibération? Oui, et ça n'avait jamais été fait à Saint-Denis, donc on régularise une situation qui aurait dû être. Voilà. D'autres questions? Alors je propose de mettre aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Fonction publique, suppression de postes. Donc, ça c'est des postes qu'on peut donc supprimer. Suite au départ en retraite d'un agent du service réfectoire, on a voté tout à l'heure le transfert d'un agent dans la collectivité, il convient de supprimer le poste d'agent technique principal de 2e classe à temps non complet d'une durée de 30-35e. Et suite à une mutation d'un agent des services techniques vers une autre collectivité, il convient de supprimer le poste d'agent de maîtrise principal à temps complet. Donc c'était le poste de réfectoire et le poste d'adjoint au directeur du service technique qui ne correspondent plus, qui correspondent au grade de la personne qui est partie. Donc ce sont des postes qui sont fermés. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas remplacés, mais les postes sont fermés. C'est des questions. Je vous propose de cette délibération aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Suppression de services et d'emploi et création de services et d'emploi correspondants. Donc, compte tenu que le service affaires générales change d'entité, pour devenir le service juridique, il convient de supprimer et créer des emplois correspondants, à savoir la suppression de l'emploi de directeur, directrice des affaires générales à temps complet au service affaires générales et la création d'un emploi de directeur, directrice des affaires juridiques à temps complet au service affaires juridiques à compter du 1er février 2021. Compte tenu que le service centre social disparaît avec le partenariat avec la MJC pour devenir le service animation de la vie sociale, il convient de supprimer et créer des emplois correspondants, à savoir la suppression de l'emploi de responsable du centre social à temps complet au service centre social et la création d'un emploi de directeur directrice adjoint responsable au relais social à temps complet au service animation de la vie sociale à compter du 1er février 2021. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer. Donc ces suppressions de postes sont liées aux délibérations que nous avons passées, à la fois aux délibérations de charge de mission et à la fois aux responsables de l'animation de la vie sociale tout à l'heure. Voilà, c'est la délibération administrative, monsieur Raïvedeli. Oui, je suis un peu surpris parce que c'est deux délibérations à l'une, puisque c'est deux choses très différentes. On a à la fois la suppression de poste dans les services d'affaires générales et puis après c'est la MJC. Pourquoi avoir fait une seule délibération alors que c'est deux
différentes en fait. Alors là, je vais me retourner vers monsieur Dizzy, peut-être une précision complémentaire. Non, mais c'est vrai qu'on aurait pu en faire deux. Vous avez parfaitement raison. Le choix a été d'en faire une, mais il sera tous obligé d'en deux. Vous avez le choix que, en tant que technicien, nous avons pris, c'est d'en faire une seule. Voilà. Mais effectivement, je l'aurais bien séparé. Voilà, on est vraiment sur des délibérations techniques administratives. Bon. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Donc, je vous propose de mettre au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Mise à jour du tableau des effectifs permanents. Donc, suite au départ en reste d'un adjoint qui a été supprimé, un adjoint technique principal de deuxième classe à temps non complet d'une durée de 30-35e. Suite au départ en mutation d'un agent avec une autre collectivité, il convient de supprimer un agent de maîtrise principal à temps complet. Donc, c'est par rapport aux délibérations que nous avons passées. Concernant les ouvertures de postes, donc la titularisation des deux contractuels au secteur environnement nécessite l'ouverture de deux postes à temps complet à l'agent technique. L'intégration directe d'un agent sur un service nécessite l'ouverture d'un poste d'agent technique à temps non complet d'une durée de 30-35e. Un poste d'agent de maîtrise à temps complet doit être ouvert suite à l'inscription sur les statuts au titre de la promotion interne. Un poste d'agent administratif à temps complet doit être ouvert pour la titularisation de l'agent de service urbanisme. Un poste de rédacteur à temps complet doit être ouvert suite à la réussite d'un concours d'un agent. Un poste d'agent du patrimoine à temps complet doit être ouvert suite au recrutement d'un chargé des affaires culturelles. Un poste de brigadier chef principal à temps complet doit être ouvert pour le recrutement du nouveau policier municipal en renforcement des effectifs. Et donc, vous avez eu le tableau des effectifs et qui rejoint votre question tout à l'heure, c'est-à-dire que les postes qui sont ouverts, et quand les agents seront nommés dessus, il y aura une autre mise à jour du tableau des effectifs pour fermer ceux qui sont plus utilisés. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vous propose de mettre cette délibération au voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Donc, merci d'avoir passé ce temps sur ces délibérations particulièrement techniques. Nous passons aux communications du maire. Donc, décision du maire AFF 2020-20, considérant la nécessité de signer l'avenant de régularisation d'un immeuble au profit de l'État, à savoir la gendarmerie de Saint-Lys, décide de signer l'avenant de régularisation numéro 2 au bail numéro 103-024 OI 7787 d'un immeuble au profit de l'État, à savoir la gendarmerie de Saint-Lys à partir du 1er janvier 2021, proposé par le service local des domaines de la Direction régionale des finances publiques, DRFiP, en date du 6 novembre 2020, d'accepter que cette location initialement consentie, moyennant un loyer initial annuel de 71 845 €, soit portée à un loyer annuel de 74 339 €. Donc le loyer de la gendarmerie qui passe de 71 000 à 74 000 €. Considérant la nécessité de lancer un marché de matériel informatique, on décide de lancer une consultation divisée en deux lots. Lot 1, poste de travail fixe et portable. Lot 2, licence et logiciel. Les candidats suivants ont été sollicités: Agoravita, la souris verte, Mismo. Suite à l'analyse des offres, il a été décidé d'attribuer le lot 1 du marché à la société Agoravita 31 100 Toulouse pour un montant de 6 208 € hors taxe, et d'attribuer le lot 2 marché de la société Mismo 31 319 La Beige pour un montant de 1 800 € hors taxe. Voilà, donc, on rend compte de ces différents marchés. Voilà. Nous allons passer aux questions diverses. Alors, je voudrais en préambule, avant de répondre aux questions, vous demandez que chaque groupe d'opposition fasse passer ses questions en même temps, parce que ça simplifiera le traitement par les services. Voilà, je me tourne vers M. Tonnery, parce que nous avons reçu des questions à nombre dispersé. Je pense qu'il serait intéressant qu'au niveau du groupe, ça simplifiera
les choses, et surtout que, là je m'adresse à tout le monde, les questions sont adressées au secrétariat du maire, parce qu'elles arrivent un peu dans tous les services séparément, et du coup ça perturbe le fonctionnement des services. Donc je vous demande vraiment de soit déposer vos questions par écrit dans la boîte aux lettres prévue à cet effet, soit les envoyer par mail à secrétariatmaire@saint-félix.fr de façon à ce qu'elles soient enregistrées, transmises et traitées de manière correcte. Pour ça, ces dernières questions sont un petit peu perdues. Je vous ai répondu parce que quand je démarre en direct, j'ai beaucoup de mails qui m'arrivent, donc je vois pas forcément, passe à leur secrétariat, c'est enregistré, c'est traité, et on est sûr que ça passera à l'initiative qui n'aura pas de contestation possible. Je vous proposez de passer à la réponse des questions. Alors, elles arrivent ici. Donc, Madame Le Pape, je vous invite à poser votre question. Merci, Monsieur le maire. Donc, voici mes deux questions. La première, avez-vous des réponses concernant les investigations auprès des organismes compétents au service de l'État pour connaître la législation applicable et les mesures à prendre pour le lotissement de la deuxième tranche qui comporte 63 logements. Donc j'aimerais connaître quelle est votre réponse, parce que depuis le mois d'août, où un courrier vous a été envoyé, je n'ai pas de réponse à ce sujet. Alors je suis très étonné que le service ne revoie pas dans le premier rang, peut-être un élément de réponse. Alors, si cette question concerne bien la question que vous aviez adressée au conseil municipal notamment, je pense que j'ai fait une longue réponse le 14 septembre, qui fait partie des documents accessibles. Oui. C'est un complément parce que vraiment. Alors, non, mais d'accord. Vous avez eu des réponses, mais vous demandez un complément. J'ai eu simplement le plan de la deuxième tranche. Non, ça c'est le service qui nous a transmis le plan de la deuxième tranche, effectivement. Mais concernant les questions précédentes, j'ai fait une réponse en conseil municipal le 14 septembre. Vous l'avez en ligne sur le site de la ville. Mais je vais quand même vous répondre parce que dans cette réponse, effectivement, concernant les eaux souterraines, il manquait des éléments de réponse. Et concernant les eaux souterraines, effectivement, je ne vous avais pas donné la précision parce que je ne l'avais pas. Donc, entre-temps, on s'est rapproché des services de l'État. Ils nous ont indiqué que ces eaux souterraines n'avaient pas de propriétaire identifié et que donc, effectivement, elles pouvaient fluctuer du fait de phénomènes naturels ou de travaux. Que la seule raison qui pouvait faire qu'il y ait un recours par rapport à cette fluctuation d'eau serait une volonté de nuire. Sans ça, le fait que cette nappe soit plus ou moins... c'est une veine d'eau qui a été percée. Ça, c'est qui le dit, moi j'en sais rien. Par contre, la police de l'eau... Des personnes habitant le quartier ont trouvé leur bizarre avec Bon, depuis, il y a eu de la pluie, mais... alors là, on parle d'une question particulière. Pardon ? Là, on parle d'une question particulière. Un puits pour un administré. D'accord ? Cet administré a reçu une réponse par courrier. Il n'y a pas qu'une personne, il y a plusieurs personnes, mais en plus, il s'avère que dans ce quartier, normalement, vous faites 4 mètres de hauteur, vous avez 4 mètres de large. Alors là, vous parlez ça c'est encore autre chose. La terre, si elle s'écoule, je ne sais pas ce que ça va donner. En plus, dans ce quartier, il y avait un chêne qui est centenaire, qui se trouve à ras d'une maison. Je peux vous montrer des photos. C'est quand même dommage d'avoir fait une maison si proche de cet arbre centenaire, qui en plus est en hauteur, qui en plus risque de tomber sur la maison. Donc dans ces cas-là, qui sera responsable? Alors ce que je vous propose, comme ce sont des questions particulières, vous prenez un rendez-vous, on vous reçoit et on vous répond. Mais pour moi, ce n'est pas des questions qui font l'objet d'une réponse en conseil municipal. Par contre, on vous reçoit, on regarde et on vous répond. Moi, je parle de tout mon quartier. Non, mais nous sommes... Il n'y a pas de conseil de quartier, donc
qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui représente un peu ce quartier. Et je trouve que notre quartier il est un peu oublié, malgré tout. Alors, ça, c'est On n'a plus de lumière, on n'a plus de. Non, je crois que là, je vais rappeler. Non, mais les questions orales ou les questions diverses ou les questions écrites sont des questions d'intérêt général, c'est-à-dire qui intéressent la politique de la ville, etc. Là, nous sommes sur des problèmes techniques. Ça intéresse quand même les habitants, c'est la qualité des habitants. Mais nous sommes, je ne pense pas que dans le compte rendu d'un dossier municipal, les problématiques que vous rencontrez à titre privé sur un lotissement, alors, certes qui intéressent les habitants de la commune. Moi, je ne suis pas du tout concernée, monsieur le maire. Non, mais j'entends, mais là, on est vraiment sur des réponses techniques. On dit que l'éclairage ne marche pas. Ça, il faut prendre rendez-vous, faire le point. Mais pour moi, on n'est pas sur des questions d'intérêt général qui intéressent la politique de la collectivité. Alors, quand est-ce qu'on en parle? Eh bien, vous prenez rendez-vous. Je vous propose de prendre un rendez-vous. C'est ça. Là, on en parle. C'est ça, parce que de manière technique. Alors, il y a une pétition qui a été faite concernant l'éclairage quand même. Il y a 60 personnes qui ont signé. Vous avez le technique, parmi ce soi-disant d'écologie, d'économie. Or, il s'avère qu'on voit dans Saint-Lys un éclairage assez important. Par contre, d'autres quartiers, il y a des routes, rue du Pilor, chemin du Pilor, la route est complètement défoncée. Bon, je comprends que Cosette va être construite, va être agrandie. La route sera peut-être faite par la suite. Mais il y a quand même ce quartier-là, et que je trouve est un peu oublié. On passe, comment dire, on oublie certains quartiers. C'est tout ce que j'ai à vous soumettre ce soir. Et je trouve que c'est bien dommage. Ça, c'est un avis, je vais dire, personnel, parce que je pense qu'effectivement, nous allons intervenir sur l'ensemble des quartiers de la ville, et que s'il y a des problèmes, il faut suivre les problèmes techniques, j'entends, il faut suivre les processus internes de la collectivité, et qu'on y réponde de manière factuelle. Voilà. Mais je vous invite à poser votre deuxième question. Alors, la deuxième question, c'est toujours ce quartier. C'est l'aménagement prévu rue de la Canère, chemin de la Marnière, chemin du Pilor, pour fluidifier le nombre de véhicules venant de la Tuilerie, pas plus de 100 000 logements. Non, on reviendra. Je ne sais pas, il semble qu'on vient d'en parler en fait. C'est la même question, non? Vous voulez en parler? Les voies et les oui, réponses. Ça concerne, je vous redis, la qualité de vie des habitants. Ce n'est pas la mienne, c'est la qualité de vie un peu de tout le monde. Donc si il y a chemin de la Marnière, il n'y a pas de trottoir, on est vraiment un peu désoublié. Et c'est un lotissement qui a plus de 20 ans quand même. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Écoutez, on vous invite vraiment à prendre rendez-vous pour aborder les questions techniques. Avec l'urbanisme? Oui. Voilà. Merci. J'espère avoir la chance parce que la dernière fois, je n'ai pas pu. Ce n'est pas. Alors, je vais répondre. Parce que la dernière fois, il a été choisi de vous envoyer les documents en dématérialisé parce qu'on était en période de Covid. Et je pense qu'il vous a été proposé de prendre un rendez-vous en suivant si vous en aviez besoin. On était à mon écoute. Pour être tout à fait honnête. Exact. Donc ce n'est pas une question de chance. Non, je pense que nous avons un service qui justement répond. Monsieur Bertrand, je fais le suivant. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, Mettez le micro vraiment. Voilà. La commune de Saint-Lys accuse un déficit structurel de logements sociaux. Les derniers chiffres publiés font état d'un parc de logements sociaux de 11,35%, bien en dessous des 20% inscrits dans l'article 57 de la loi SR. L'acquisition lors de votre dernière mandature de logements privés afin de les transformer en logements sociaux ne suffit pas à compenser ce lourd déficit, d'autant que les travaux n'ont toujours pas démarré.
De plus, alors que le règlement du PLU de la zone AU instaure une obligation minimale de 30% de surface plancher en logement social, il apparaît que dans certaines opérations livrées, ces constructions ne sont toujours pas réalisées. Il est enfin à noter que ce déficit est puni par une amende estimée à 594 000 € sur la période 2020-2025 pour la commune de Saint-Lys, dont il faut déduire les moins-values liées à l'effort financier communal cité précédemment. Avec malheureusement la crise économique que nous allons subir ces prochaines années, les besoins de logements sociaux vont s'amplifier. Dans la patrie des droits de l'homme, nous n'avons pas le droit de ne pas offrir à toute personne le droit de se loger dans des conditions dignes, quels que soient ses revenus. N'oublions jamais que les aléas de la vie peuvent amener toute personne à vivre des situations difficiles. Pour répondre à cette urgence sociale, trop souvent ignorée, quelle politique comptez-vous mener pour améliorer substantiellement l'offre de logements sociaux? Madame Brunière. Alors, en tout premier lieu, je voudrais vous remercier pour cette question qui, pour moi, effectivement, est un sujet majeur, mais qui est très vaste. Donc, on pourrait y passer un long moment. Je vais essayer d'être synthétique, ce qui ne va pas être facile. Donc, je dis la question, effectivement, est large parce que cette question de la qualité de logement et de l'accessibilité au logement, c'est évidemment le logement social, mais c'est aussi beaucoup d'autres données, donc notamment les contrats de travail précaires, l'augmentation des familles monoparentales, les garanties bancaires qui sont insuffisantes, le prix des loyers dans le parc privé. Donc on va évoquer ce soir une petite partie de ces problématiques. Donc pour rappeler le contexte, à l'échelle nationale, 60% de la population, effectivement, en termes de ressources, serait éligible à l'attribution d'un logement social, et 25% si on combine les ressources et les critères d'attribution. Il y a aujourd'hui 2 millions de demandes en attente pour 100 000 logements sociaux produits par an et financés par l'État, et 450 attributions au total, 450 000, pardon. Ça revient à dire que 22% seulement des demandes sont satisfaites, dans le quart en Île-de-France. Pour le contexte local, Saint-Lys atteint aujourd'hui 56% de ses obligations avec effectivement les 11,35 de logements sociaux que vous évoquez. Alors pour un petit rappel, en 2016, on était à 10,4%, en 2012 à 9,92%. Le dernier bilan triennal de la commune avait atteint 47% de son objectif quantitatif. Il y a également un objectif qualitatif où la commune atteint 28,57% pour être 30% attendue. Pour mieux comprendre, il faut ajouter que pour chaque commune, en fonction de sa taille et des services dont elle dispose, du maillage de transport, elle est classée en zone tendue ou non. Elle est soumise à des obligations d'équilibre entre son habitat traditionnel et son habitat social. Nous ne sommes pas en zone tendue selon la loi Pinel et donc en zone C. Ce qui veut dire que nous sommes éligibles effectivement à des aides à la pierre qui sont liées à ce placement et qui sont délivrées par l'État au travers du bureautin à gauche. On reviendra sur ce sujet qui est très important. Donc Saint-Lys est effectivement en retard de 8,65% sur ses objectifs. Elle est soumise à ce titre à une amende qui a été donc délivrée dernièrement par le préfet de 50 000 € par an, donc 150 000 sur la triennale. Cette amende peut être majorée, mais à aujourd'hui, on n'a pas d'informations sur cette majoration, elles ne seront connues qu'en 2021. Donc de là à dire que Saint-Lys sera soumis aux 600 000 et quelques euros, aujourd'hui, moi je ne connais pas cette information. Donc la question qui est intéressante, effectivement, c'est quelle politique nous menons par rapport à ça. Donc je pense que nous menons une politique volontariste, et ça, pas depuis cette année. Elle se développe selon plusieurs axes.
Donc la toute première action, quand nous sommes arrivés en 2016, a consisté à donner à Saint-Lys des services correctement dimensionnés pour pouvoir suivre ces questions. Donc nous avons développé des services avec la création d'un pôle urbanisme pour suivre ces opérations, réactiver les dossiers en souffrance auprès des aménageurs privés. Et on espère que les efforts déployés produiront leurs effets pour la prochaine triennale. Ensuite, nous avons 9 axes de travail. Le premier, c'est un partenariat avec le PFO, donc l'établissement public foncier d'Occitanie. Je ne vais peut-être pas le détail parce qu'on va y passer beaucoup de temps, mais c'est un accompagnement tant en ingénierie qu'en portage financier. Il y a un travail au travers des documents d'urbanisme, donc le plan local d'urbanisme qui a été mis en révision pour travailler sur la densification urbaine. Donc on a notamment 8 OAP qui ont été identifiés en renouvellement urbain. Donc densifier, pourquoi? Pour offrir davantage de logements sur des secteurs appropriés, c'est-à-dire avec du service, du transport, de l'accessibilité. Il y a le travail, donc le troisième axe, effectivement, sur les transports. Donc il y a eu un travail sur la ligne 116 qui passe à ce jour à l'intérieur de la ville, ce qui n'était pas le cas précédemment. Il y a un travail sur les modifications, effectivement, des missions des bailleurs sociaux qui, au travers de la loi des finances, ont le droit aujourd'hui de vendre les logements pour renouveler leur parc. Donc, à aujourd'hui, on limite les sorties d'inventaire de ces ventes quand elles ne sont pas corrélées avec de nouveaux logements sociaux, la création de nouveaux logements sociaux sur la commune. Donc, par exemple, nous avons émis sur les 2 dernières années 96 avis défavorables à ces ventes. Il y a ensuite les acquisitions, vous en avez parlé. Donc la ville porte près d'1 million d'acquisitions pour favoriser la création de logements sociaux. Il y a la demande de révision de la classification de la commune justement par rapport à la loi Pinel. Pourquoi? Parce que les aides à la pierre sont d'autant plus importantes que la commune est classée en zone BA, par exemple. On est aujourd'hui en C, ça veut dire qu'un bailleur, pour un prix de construction identique, va avoir une aide par logement inférieure à Saint-Lys. Par rapport à Consort, par exemple, qui n'est pas dans la même zone. Donc aujourd'hui, il a moins d'intérêt à construire ces logements sociaux à Saint-Lys qu'à Consort, par exemple. Et ensuite, il y a le PLH, donc la politique de l'habitat qui est menée par l'AGLO, où effectivement nous avons un travail à mener pour favoriser l'augmentation de ces aides à la pierre et donc la venue des bailleurs sociaux sur notre commune. Dernier point, le 8e axe, les garanties d'emprunt que porte la commune. À ce jour, on est à 4,9 millions de garanties d'emprunt pour les bailleurs sociaux. Donc pour conclure, juste pour la prochaine triennale, les prévisions de création de logements sociaux. Donc on est entre 110 et 150 logements programmés sur 12 opérations différentes, à des degrés d'avancement variés. Donc sur la majeure partie, les bailleurs sociaux sont identifiés et sur 25 de ces logements répertoriés, le bailleur social reste à définir. Voilà, donc après vous parlez des logements sociaux qui ne sont pas réalisés sur des opérations. Donc là par exemple on a 2 axes de travail, le PLU avec les zones 100% sociales. Et effectivement, ce gros travail qui est fait par les services avec les bailleurs sociaux pour rentrer dans ces opérations qui, du fait de méconnaissance, je vais dire, des constructeurs et promoteurs, sont aujourd'hui non réalisés. Merci Madame Bougnard pour cet exposé technique et très fouillé, comme d'habitude d'ailleurs, mais d'une question relativement simple que je posais, hein, donc un déficit de logements sociaux vu la loi en vigueur et sur effectivement les logements qui n'étaient pas réalisés dans l'investissement des logements sociaux qui auraient dû être depuis quelques années. Alors, 2 petites rectifications par rapport à ce que vous dit. Vous avez parlé qu'on était à 8,65%
des logements sociaux à créer, c'est pas 8,65% par rapport à l'existant, mais 8,65, c'est pas tout à fait pareil, en valeur absolue. Et les 590 000 euros d'amende, je les ai trouvés tout simplement dans la délibération que vous avez prise au printemps 2019 lors de l'acquisition d'habitat se situant rue de la République et rue Pasteur. Vous pouvez la retrouver, cette délibération, à la date du printemps. Et donc, c'est vous qui l'avez écrit. Voilà. Donc, j'en reviens toujours à la même question. On a des gens qui ont des difficultés pour se loger. Vous connaissez sans doute les conditions pour accéder à des logements locatifs privés, qui est de plus en plus draconiens. Et donc, on se doit, me semble-t-il, en tant que collectivité, malgré tout ce que vous avez dit, je l'entends, peut-être soit moins attractif à Saint-Lys pour les bailleurs sociaux qu'à Saint-Lys. On a des jeunes sur Saint-Lys, des jeunes Saint-Lysiens, parce qu'il ne faut pas croire, souvent, j'ai trop souvent entendu, pas ici, mais dans une activité précédente, dès qu'on parlait de logements sociaux, on avait peur, parce qu'on voyait arriver des gens des banlieues toulousaines qui allaient nous envahir. C'est pas du tout ça. Souvent, les logements sociaux, ça permet à des jeunes qui démarrent dans la vie professionnelle de pouvoir se loger, tout simplement. Et je crois qu'on est tous ici certainement passés un jour ou l'autre par des logements sociaux. Donc, j'en reviens à la question de débat, notamment, mettons, je pense, au lotissement privé dans lequel il y a obligation donc, de 30% de qualifier à logements sociaux. C'est quand même assez dommage que des lotissements qui ont maintenant 4-5 ans, on voit toujours les terrains vides, avec une absence donc de ces logements. Et là, je pense que la responsabilité, elle est de faire en grande partie à la commune de Saint-Lys. Et sans doute aux lotisseurs. Donc, je pense que je vous ai répondu sur cette question. Effectivement, c'est des dossiers qui vont sortir sur cette année puisque les bailleurs sociaux sont aujourd'hui identifiés pour la majorité. Ils vont sortir, ça veut dire qu'ils vont être déposés en demande d'autorisation. Ils vont sortir de ça. Donc on peut le voir, une question qui est simple au départ, mais qui touche un sujet extrêmement vaste et extrêmement complexe qui ne se limite pas. Et le montant que vous avez souligné dans la délibération, effectivement, c'est le montant maximal auquel peut être soumis suite à la décision de l'État des communes qui sont en extrême carence, ce qui n'est pas le cas que dans Saint-Lys. Voilà. Donc pour modérer un peu les propos et pour confirmer le montant qu'a avancé Madame Brunière. Voilà. Merci en tout cas. Monsieur Pommery. Monsieur le maire, nous traversons une crise sanitaire, économique et sociétale sans précédent. Néanmoins, et peut-être parce qu'elle exprime une souffrance terrible, la population souhaite des perspectives. Plus particulièrement, comment comptez-vous améliorer la pratique sportive, son lien humain et en particulier les nécessaires équipements? La création d'un dojo depuis si longtemps réclamée sera-t-elle réalisée? Les vestiaires du football améliorés ainsi que les surfaces de jeu, le goudron couvert isolé, les cours de tennis repensés, etc. Pourra-t-on voir à Saint-Lys un complexe sportif à la hauteur du développement de notre population au-delà des possibilités du COSEC? Et à quelle perspective, selon vous, d'échéance? Pendant toute l'échange, Pommery n'était pas dans la question écrite. Mais bon. Je vais quand même répondre. Non, Monsieur le maire, rien qu'en regardant les perspectives d'action sociale, je n'ai pas pu m'empêcher de le rajouter. Et donc je me suis permis effectivement de faire une petite répondre à votre question. Donc effectivement, je crois que depuis quelques années quand même, nous avons lancé des investissements sur la commune importants en faveur de nos activités, de nos équipements sportifs. Je crois que les travaux qui sont en cours contribuent largement à l'amélioration. Alors, on a pris un petit peu de retard lié au Covid-19, mais il arrive comme équipement au niveau des tribunes et des vestiaires du stade de rugby. Et la rénovation du COSEC, alors certes, on a déjà eu des gens au conseil municipal comme quoi on peut avoir fait le choix d'un autre lieu, mais enfin, on améliore les infrastructures sportives. Et alors, bien évidemment, à un moment donné, on va se poser la question du budget communal. Bon.
Je pense que nous avons porté des travaux qui n'avaient pas été portés depuis extrêmement longtemps sur notre collectivité. Certains sont inscrits et retardés, comme la rénovation des vestiaires de foot. On a se souvenir que ça c'était inscrit, ça va arriver. La rénovation des terrains de tennis aussi. Donc ça c'est prévu et ça va arriver. D'ailleurs, c'était inscrit au budget cette année pour les tennis. On n'a pas pu le réaliser au contexte, mais c'est en cours également. Et ensuite, quand on parle du complexe sportif, je crois que c'est sûr, dans la révision du PLU est inscrit un futur complexe sportif, parce qu'à un moment donné, oui, avec une commune qui grandit, il va falloir songer à tous ces équipements à venir, peut-être en lien avec la candidature que nous avons faite en ce qui concerne le collège, si cette candidature est retenue, où il y aura également cette perspective-là. Et ce sont des dossiers qui seront bien sûr débattus en commission, avec l'arbitrage budgétaire derrière, pour donner de la visibilité à effectivement ces équipements sportifs, pour permettre aux administrés de pouvoir réaliser le sport dans de bonnes conditions. Donc un travail sur lequel il va falloir aujourd'hui affiner. Aujourd'hui, nous sommes en train de terminer les travaux qui avaient été mandatés, qui sont en cours. Dans le cadre du contrat bourg-centre également, des choses qui seront à affiner et un travail qui sera mené après en commission avec l'ensemble du conseil municipal. Est-ce que vous avez l'idée de la perspective d'échéance de mandature Alors, quelles sont vos idées à ce sujet? Les échéances aujourd'hui, avec la révision du PLU, identifie un futur complexe sportif. Les échéances, c'est de vraiment lancer le travail pendant cette mandature. Il est probable que les équipements sortiront dans la prochaine mandature. Voilà, pour être réaliste sur les délais, comme j'ai toujours dit en l'Assemblée générale du foot, par exemple, quand on parlait du futur complexe sportif et d'éventuelles délocalisations du foot, de ne pas s'attendre à des choses dans 10-15 ans, parce que ce sont des projets extrêmement lourds, extrêmement coûteux également, et qu'il faudra porter à long terme. Voilà. Mais oui, c'est dans les deux mandatures qui viennent que les choses vont se faire et qui seront travaillées, en tout cas pour cette mandature-là, qui seront travaillées en commission avec les différentes équipes municipales, les différents groupes municipaux, et bien sûr avec l'arbitrage budgétaire derrière. Deuxième question. Monsieur le maire, que comptez-vous faire pour développer et aider au télétravail à Saint-Lys? En particulier, dédierez-vous des locaux à partager, municipaux à partager à cet effet? Alors sur le télétravail, la première condition c'est d'avoir l'accès au numérique et le développement de la fibre porté par le département, une fibre 31, va nous aider à pouvoir développer ces sérieux. Ce sont les actions qui ont été mises en place au niveau de la collectivité, donc favorisées par le Covid-19, où nous avons pas mal d'employés qui ont pu se mettre en télétravail. Demain, on va continuer ce travail-là. Dans le compte 30% qui a été voté, également, c'est une fiche action qui aborde cette question du télétravail. Il va falloir porter, puisque c'est une compétence également qui est portée par qui est travaillée avec le Murtin-Aglo dans le cadre du développement économique, et sur lesquels il faudra identifier des zones. Et pareil, le travail en commission sera fait sur la commune de Saint-Lys pour identifier les lieux les plus appropriés à porter ce travail-là. Et pour répondre à notre question, oui, je crois que la collectivité de Saint-Lys a se positionner sur ce dossier qui aujourd'hui induit des changements de façon de travailler et on voit le changement d'habitude qui est en train de survenir. Voilà. Mais oui, dans des dossiers que nous allons porter dans les années qui viennent. Alors après, sur l'échéance, je ne peux pas vous répondre là aujourd'hui parce qu'il faut mener le travail, mais oui, la volonté est liée. Monsieur Ray Belbédé. Une question de portée générale, puisqu'il s'agit de vous. Monsieur le maire, le conseil communautaire du Murtin-Aglo dit, dans sa délibération adoptée le 17 novembre dernier, qu'il appartient à l'ensemble des 14 communes pour lesquelles le Murtin-Aglo s'est retiré du siège de se positionner sur l'exercice de leurs compétences eau. Madame Louis, lors du même conseil communautaire, a souligné l'enjeu démocratique que constitue la question de l'eau. Elle a même précisé que nous devrions comparer les avantages et les inconvénients du siècle par rapport au Sivom sage. Certaines municipalités ont déjà débattu sur le sujet essentiel de la distribution de l'eau. Quand le ferons-nous au conseil municipal de Saint-Lys?
J'aime toujours beaucoup vos questions, M. Bédé, parce qu'elles ont toujours un petit sous-entendu qui donne un peu de sel à la question. Et donc, effectivement, vous l'avez dit à Murtin-Aglo, vous le redites là, il n'y a pas de débat au sein du conseil municipal. C'est un petit peu ce que vous soulignez, je dirais, en filigrane. Alors, tout à fait sérieusement, la distribution de l'eau, mais également l'assainissement collectif, mais essentiellement la distribution de l'eau sont des questions qui sont quand même sont des sujets essentiels qu'il ne faut pas traiter à la légère. Alors aujourd'hui, on l'avait déjà précisé lors du conseil municipal, l'adhésion à un syndicat de traitement de l'eau ne se limite absolument pas au coût du mètre cube, ni aux indemnités des vice-présidents que vous ne relevez, j'allais dire M. Bédé, que parce qu'un élu de notre groupe en fait partie, puisque je pense que les indemnités des vice-présidents sont quasiment identiques aux 6 bons sages, à celles du siècle, et qu'en plus, au siècle, il y a 5 ou 6 vice-présidents, M. Sutra, 5 vice-présidents, alors qu'ils sont 15 au sage. Donc cette question-là ne doit pas, pour moi, faire partie des débats, et c'est malheureusement à chaque fois le niveau auquel vous ramenez le débat. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on repositionne effectivement ce débat-là. Alors, aujourd'hui, seulement 5 communes à l'aglo se sont positionnées sur ce retrait, et qui montre bien la complexité de ce dossier, parce que il est très difficile de se positionner en quelques jours et quelques semaines pour se prononcer sur des questions aussi fondamentales. Le Murtin-Aglo a pris une prise de conscience tardive et a proposé le retrait du site. Alors aujourd'hui, on en est là. On a pris les délibérations du Murtin-Aglo, et aujourd'hui, c'est la préfecture qui s'interroge sur le montage de la CDCI pour aller donner son avis sur cette demande de retrait du Murtin-Aglo par délégation de substitution, et pour dire si les communes pourraient se retirer du site. Donc on en est là aujourd'hui. Donc quand vous dites si le débat va avoir lieu, je vous réponds oui, M. Bédé, il va avoir lieu dans la commune de Saint-Lys. Alors, encore une fois, sous forme de commission, parce que c'est un enjeu qui est tellement important qu'il va falloir le porter, et il va falloir surtout qu'on amène une grande lisibilité de ce qui se passe au niveau de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, ce retrait du Murtin-Aglo se traduit quand même, et je vais me permettre de faire une remarque quand même particulière, c'est qu'on en arrive au combat entre 2 syndicats qui gèrent de l'eau potable, 2 syndicats qui sont là pour faire du service public, qui ne sont pas là pour faire du bénéfice, et en fait, quand on ramène ça au coût de l'eau, on est en train de dire qu'il y a un syndicat qui finalement fait payer l'eau plus chère, alors qu'il pourrait la faire payer moins cher, et que donc du coup il s'enrichit. Et on en revient à quelque chose de combat, comme si on pouvait dire tel syndicat est moins cher, alors on va y aller, puis le même soir, alors on va y aller. Enfin, je pense qu'il faut vraiment prendre la hauteur sur ce débat. Le SEC a été créé, on l'a rappelé, en 1951. Il a fait l'objet d'une distribution sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons un syndicat qui est extrêmement rural, et donc il y a un taux de fuite, effectivement, qui est plus important que les syndicats urbains, et qui a été souligné par l'ARS comme normal. Donc aujourd'hui, le législateur, quand il a posé tout ça sur les questions d'assainissement, les questions d'assainissement sont portées par les communes, globalement. On va dire chaque commune a sa station d'épuration, et donc peut choisir assez facilement d'adhérer à un syndicat ou à l'autre. Aujourd'hui, les communes qui sortent du syndicat du siècle, un siècle qui couvre 51 communes, je me souviens, 54 communes, qui effectivement ont monté un réseau, etc., et le quitter pour aller à un autre syndicat qui va racheter de l'eau à un autre. Et ça, on va vers des montages d'une complexité terrible, alors qu'au départ nous avons 2 syndicats qui sont là pour du service public, pour faire de la distribution d'eau potable qui est un enjeu majeur au niveau de nos populations. Et je terminerai en disant que l'eau paye l'eau, on dit toujours. Donc le syndicat du siècle a réalisé des gros investissements, encore une fois, on l'a déjà dit en conseil municipal, pour moderniser et rénover l'usine de production d'eau potable du Léon, de sécuriser les réservoirs d'eau potable, notamment dans le nord du syndicat, c'est-à-dire pour les communes de Fonsorbe, Saint-Lys et Fontenille. Et ça, ce sont les petites communes qui ont payé effectivement pour ces équipements-là pour nous, aujourd'hui. Donc,
le prix de l'eau, à un moment donné, les investissements sont à réaliser, et c'est bien par le prix de l'eau qu'on vient les financer aussi. Et je crois que l'appel des sirènes, en ramenant ça simplement au prix de l'eau pour dire que fait la commune de Saint-Lys, que fait le maire, parce que c'est ce que j'entends, parce qu'il ne choisit pas notre syndicat, oui, nous avons posé un débat de fond, mais sur des choses concrètes. Nous avons demandé un comparatif entre le syndicat du siècle, le syndicat du stage et Réseau 31, qui gère aussi l'eau potable, pour avoir des éléments, mais en tous les cas, le débat sera posé, mais de manière factuelle, globale, et pas simplement sur le prix de l'eau. Maintenant, on peut répondre à votre question. Bien sûr que le débat aura lieu à la commune de Saint-Lys, puisque ça fait 2 fois que, par votre question, vous venez dire que je refuse le débat. Je suis très content d'apprendre qu'il y aura débat, il le faut. Vous me ramenez essentiellement à la question du prix. Ce n'est pas la seule question. Ceci dit, c'est une question importante, puisqu'on parlait de social. Ça a un impact fort. C'est quand même l'eau, une des eaux les plus chères du département. Le SAGE, Steven Sage propose aussi, toujours dans ce cadre social, que les 20 premiers mètres cubes ne soient pas facturés. Donc il y a cette question-là. Il y a aussi d'autres questions. Il y a la question de l'autarcie du siècle. C'est-à-dire que le siècle n'est pas interconnecté avec d'autres réseaux. Ça pose des problèmes importants. Et je pense qu'il faudra réfléchir aussi à ouvrir notre réseau vers ce qui existe à côté de nous. Donc la question est importante. Il y a des enjeux écologiques aussi importants. Donc je ne peux pas laisser dire que la seule question du prix est réduire mon intervention au prix. Il y a beaucoup, en effet, vous avez raison, beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a aussi une gestion du siècle qui a été ou pas. Il y a déjà eu, il a fallu longtemps, il y a eu même une association ici des usagers de l'eau, puisqu'il y a eu certains problèmes. Je vous fais remarquer d'ailleurs que le rapport du siècle 2019 vient d'être le rapport d'activité sort juste maintenant. Je sais que la commune de Fontenay l'a présenté. Il y a quand même un certain retard puisqu'on était sur celui de 2018. Donc il y a une certaine façon de faire qui ne convient plus avec notre société actuelle, et peut-être il faudra en effet se poser ce moment de réflexion tous ensemble sur des faits concrets, en comparant les différents paramètres. Et à partir de là, c'est un sujet qui concerne tous les syndicats, on pourra se faire une idée précise. Et je suis content de vous entendre dire que c'est vers ça que vous voulez aller. Mais je n'ai jamais refusé le débat. Bien sûr qu'il est important, il est encore un peu tôt pour l'avoir, même si d'autres combinaisons, mais en tout cas ça va bien au-delà, parce que le prix de l'eau, c'est quand même pas moi qui l'ai souligné en premier, M. Rebelli, pour être tout à fait clair. Donc, et effectivement, politiquement, c'est bien de dire, on va faire ces prix d'eau, mais je pense que vraiment, ce débat-là va bien au-delà du prix du mètre cube d'eau. Et quant au tarif social, il faut évidemment regarder l'ensemble des prix qui sont pratiqués par les différents syndicats. Et quand on regarde bien tous les éléments, on peut se poser des questions de savoir comment tout ça s'est réparti. Mais en tous les cas, je rappelle que les syndicats sont là pour offrir du service public et en aucun cas de faire de la rentabilité. Voilà, ça, je crois que c'est important de le rappeler et que rentrer dans des guerres de syndicats aujourd'hui n'a pas de sens. Nous arrivons au bout de l'ordre du jour. Donc je déclare la séance du conseil municipal terminée. Prochaine séance le 14 décembre, on a 15 jours. N'oubliez pas les séances de signature et je vous remercie pour votre participation. Très bonne fin de soirée.
Juste une précision, contrairement à ce qui est écrit dans le règlement intérieur, voilà, on va réunir les commissions sous 8 jours. Alors dans la période c'est un peu difficile, mais sous 15 jours, enfin, avant les vacances de Noël, on aura réuni l'ensemble des 3 commissions. Voilà. Je vous remercie.